Un jeune homme, Liu Mingfei, reçoit un message d'une femme lui disant d'aller à l'aéroport et de trouver la ligne CC. Mingfei reçoit une carte de métro et est informé qu'il y a un métro à l'aéroport. Il est censé aller au métro et prendre le train en direction de Castle College. Mingfei arrive à l'aéroport et demande au garde de sécurité où il peut trouver la ligne CC. Mais le garde l'ignore en pensant qu'il est un mendiant. Mingfei découvre bientôt que tout le monde le traite comme un mendiant et il réalise rapidement que les mendiants habituels en Amérique s'habillent comme lui. Cela rend plus évident qu'il vient de Chine. Il est sur le point d'abandonner lorsqu'un jeune homme, Finger von Frings, s'approche de Mingfei. Il dit à Mingfei qu'il va aussi à Castle College et qu'il connaît le chemin. Finger conduit Mingfei au métro et lui dit que le diplôme normal prend 4 à 5 ans, mais qu'il a redoublé. Ce sera sa 8e année à l'école et il est maintenant de rang F. Il ajoute que le train est le seul moyen d'accès au collège. En attendant le train, Mingfei entre en transe où il voit un jeune homme inconnu qui l'appelle son frère. Avant qu'il ne puisse obtenir plus d'informations, Finger le réveille et dit que le train est presque là. Ils doivent confirmer leur identité auprès d'un agent de sécurité en passant leur carte d'identité. Mingfei s'approche du garde et se présente. Le garde devient fou quand il réalise que Mingfei est le nouveau rang S qui est admis à l'école. Finger rejoint également le garde et dit que Mingfei aurait dû être pris en charge par un avion au lieu du train. Le garde dit que tout ce qu'il aurait eu à faire, c'est de passer sa carte et le train serait arrivé sans aucun retard. Mingfei le fait et le métro s'illumine immédiatement. Le système annonce que le train est en approche, et en un rien de temps, le train arrive. La porte du train s'ouvre et Mingfei est accueilli par le professeur Gundarian. Dans le train en direction de l'université, le professeur donne à Mingfei un formulaire confidentiel à signer avant qu'il ne soit informé de tout ce qu'il doit savoir. Après avoir signé le formulaire, Mingfei est informé que l'école étudie les dragons et comment les tuer. Les gens dans le monde extérieur croient que les dragons sont un mythe et c'est ce que Mingfei croit aussi. Juste à ce moment-là, il a de nouveau une vision de l'âme et voit le garçon d'avant. Le garçon lui dit que tout ce qu'il vient d'entendre est la vérité. Le garçon raconte que l'ancêtre originel du dragon Raja, le Black Emperor Nidhogg, a été tué il y a des milliers d'années sur son propre trône. La montagne était remplie de glace et les hommes qui ont tué le dragon ont placé son immense cadavre au sommet de la montagne. Le jour de sa mort a marqué ce qu'ils appellent maintenant le Nouvel Âge. Les gens ont célébré la mort du dragon. Mingfei demande au garçon s'il est lié au dragon, mais il dit non. Après être revenu à son état normal, un homme nommé Masashi Toyama entre pour montrer à Mingfei la preuve que les dragons existent. Il lui montre une écaille, mais cela ne suffit pas à convaincre Mingfei. Il décide de montrer à Mingfei un bébé dragon qui a été trouvé en 1796. Le bébé dragon est resté en état de sommeil depuis qu'il a été trouvé. Mingfei s'approche du dragon et il commence soudainement à bouger. Le dragon essaie de sortir du conteneur en verre, mais échoue. Il retourne finalement à son état de sommeil. Le professeur dit que la lignée de Mingfei a dû réveiller le dragon. Il ajoute qu'ils ont eu de la chance d'avoir changé le conteneur nano l'année dernière. Sinon, cela aurait été désastreux si le dragon s'était échappé. Quelques instants plus tard, ils arrivent à destination et le professeur souhaite officiellement la bienvenue à Mingfei au Château Collège. Alors que le professeur et Mingfei traversent le couloir, le professeur informe Mingfei que des recherches ont montré qu'il y a des dragons de haut niveau dormant à travers la Chine. Mingfei remarque qu'il n'y a pas d'étudiants autour et demande pourquoi. Le professeur réalise son erreur et dit immédiatement à Mingfei de se baisser. Le professeur a oublié qu'aujourd'hui, c'est le jour de la liberté et que les étudiants participent habituellement à des jeux de guerre. Les deux clubs de l'école, qui sont la société Lionheart et les étudiants de l'Union, s'affrontent toujours dans les jeux de guerre. Le leader de la société Lionheart est Chu Zihong et le président de l'Union est César Gattuso. Soudain, des étudiants des deux clubs apparaissent de tous les côtés et une bataille s'engage. Le professeur Gundarian est touché dans le processus et tombe au sol. Quelques minutes plus tard, les deux clubs ne comptent plus que leur leader et un tireur d'élite de chaque club. César et Zihong décident de s'affronter en tête-à-tête. Le duel commence et Mingfei ne peut que regarder depuis la touche en pensant que tout ce qui se passe est réel. Mingfei est sur le point de se faire tirer dessus lorsque le sniper survivant, Nono, une fille rousse, le sauve. Croyant que Nono est morte, Mingfei est enragé. Il ramasse un pistolet et un fusil. Il tire sur l'autre sniper à la tête et tire un coup dévastateur sur Zihong et César. Mingfei est encore plongé dans sa tristesse lorsqu'il entend la trompette retentir. Les médecins se précipitent sur le champ de bataille et commencent à s'occuper de tout le monde. Un autre professeur, le professeur Manstein, arrive et commence à se plaindre de combien tout est cher. Mingfei essaie toujours de comprendre ce qui se passe lorsque Gundarian apparaît à côté de lui.
Ming-Fei a peur d'avoir vu un fantôme, mais Gundarian le rassure en lui disant qu'il est vivant. Gundarian explique ensuite tout à Ming-Fei. Il ajoute que les balles utilisées pendant la bataille sont seulement remplies de sédatifs. Tous les étudiants se lèvent enfin et le professeur Manstein dit qu'il va appeler le principal Hanzu pour qu'il arrête les jeux de guerre. Il se plaint au principal que le coût de la rénovation est élevé, mais le principal lui dit de laisser les étudiants et de les laisser mener toutes les activités qu'ils veulent. Hanzu dit que l'école paiera pour tous les dommages. Le principal dit aux étudiants qu'il ne pourra pas revenir cette année et demande à Manstein de donner le téléphone à Ming-Fei. Hanzu souhaite la bienvenue à Ming-Fei à l'école et le taquine également sur le fait d'avoir mis KO 2 étudiants de rang S. Hanzu dit qu'il n'est pas surpris parce que Ming-Fei lui-même est un étudiant junior de rang S. Il est révélé que Xiang est de sang pur, tandis que César est de sang hybride. Après avoir terminé l'appel, Hanzu et un autre professeur nommé Mance sont vus en train de discuter de la nécessité de former les étudiants et de les préparer au combat. Cependant, Mance soutient que ce dont ils ont besoin, c'est d'un prodige capable. Le duo pense que Jihang et Kiji sont forts, mais ils envisagent maintenant aussi Ming-Fei. Ils changent la discussion à l'opération des collines prévue pour le lendemain. Mance dit que Ye Sheng et Aki sont prêts à plonger dans l'eau, mais ils doivent faire attention à ne pas réveiller le dragon qui dort là. De retour à l'école, Ming-Fei arrive dans sa chambre de dortoir et découvre que Fenger sera son colocataire. Fenger emmène Ming-Fei faire un tour de l'école. Il lui explique qu'il existe plusieurs compétences Yanling, et c'est ce qui les aide à pratiquer la magie. Un étudiant essayant de faire de la magie perd le contrôle de son Yanling et libère un monstre d'eau, mais un enseignant intervient pour empêcher l'eau de se déchaîner. Ming-Fei se retrouve devant un arbre, dont la moitié des feuilles sont flétries tandis que l'autre moitié est nourrie. Fenger informe Ming-Fei que, selon la légende, Nidhogg, l'empereur dragon noir, a été vaincu sous cet arbre. L'arbre est maintenant le symbole du collège. Guderian trouve les deux devant l'arbre et demande à Ming-Fei de le suivre jusqu'à son dortoir. Ils arrivent au dortoir et Gandaren donne à Ming-Fei sa carte d'identité d'étudiant. Gandaren dit à Ming-Fei qu'il participera au test 3E demain et qu'il sera renvoyé chez lui s'il échoue. Cependant, ses souvenirs seront effacés avant d'être renvoyé chez lui. Gandaren dit qu'il est temps d'évaluer sa lignée. Il sort une boîte d'enregistrement qui contient le rugissement de Nidhogg. L'enregistrement est connu sous le nom d'Imperium Yanling. Gandaren joue le son et s'attend à ce que Ming-Fei ressente quelque chose, mais il ne ressent rien. Ming-Fei reste aussi normal qu'il est et ne pousse aucun rugissement. Gandaren croit que les gènes humains de Ming-Fei ont supprimé ses gènes de dragon. Juste à ce moment-là, il se souvient de quelque chose et se précipite hors de sa chambre avant de pouvoir mentionner quoi que ce soit d'autre à Ming-Fei. Après le départ de Gandaren, Fenger annonce sur le réseau d'information de l'école que Ming-Fei n'a pas réagi à l'Imperium. Fenger dit ensuite à Ming-Fei qu'il peut l'aider à tricher et à réussir le test 3E. Plus tard, Jihang et Kiji découvrent que Ming-Fei n'a pas raisonné avec l'Imperium. Peu de temps après, Gandaren appelle Manstein pour le rencontrer à la bibliothèque. Manstein et Gandaren parcourent les livres pour découvrir pourquoi Ming-Fei n'a pas raisonné. Ils élaborent une théorie selon laquelle Ming-Fei descend de la lignée de l'empereur blanc qui a défié Nidhogg. Lors d'une bataille féroce, l'empereur blanc a perdu contre l'empereur noir et tous ses descendants ont été enterrés avec lui. Manstein dit que s'il y a une possibilité que Ming-Fei soit un descendant de l'empereur blanc, il doit être un sujet de recherche. Cependant, Gandaren dit qu'il ne veut pas que Ming-Fei soit un rat de laboratoire parce que c'est un bon garçon. Manstein dit qu'il n'en parlera à personne tant que Ming-Fei n'aura pas passé le test 3E. S'il ne réussit pas le test, Manstein dit qu'il n'aura pas d'autre choix que de signaler ce qu'ils ont découvert. Il ajoute qu'il s'assurera que Ming-Fei soit traité humainement. Plus tard dans la nuit, une personne inconnue dit à l'IA de l'école, Norma, de permettre à Ming-Fei de réussir le test 3E. Le lendemain, Ming-Fei arrive à la salle d'examen. Fenger lui a déjà donné toutes les réponses aux questions qu'ils poseront. Fenger dit qu'ils vont diffuser un enregistrement qui les plongera dans une vision de l'âme. Le test commence et le reste des étudiants entrent dans un état drôle. Ming-Fei regarde à côté de lui et découvre que seuls lui et une fille aux cheveux blonds n'agissent pas de manière drôle. Ming-Fei est occupé à écrire la réponse quand il tombe dans son état de transe habituel. Il voit à nouveau le garçon et lui demande son nom. Il révèle que son nom est Lu Ming. Ming-Fei est surpris car son cousin porte aussi ce nom. Ming dit que Ming-Fei n'est pas comme tout le monde et révèle également que Ming-Fei est dans sa propre vision. Ming-Fei revient à la réalité et voit Nono debout devant lui. Nono révèle que Ming-Fei a dormi pendant 2 heures et qu'il a également dessiné 9 réponses au lieu de 8. Nono dit qu'il n'a pas de soucis car il a sûrement réussi le test. Ming-Fei retourne dans sa chambre et Fenger le félicite pour avoir réussi le test.
Il demande si Ming-Fei a choisi ses cours. Fenger demande s'il a choisi le cours du professeur Mans. Il révèle ensuite que Mans est en mission depuis 2 semaines. Il y a des rapports selon lesquels il a trouvé des traces d'un dragon ancien. Ailleurs, Mans dirige l'exploration d'une ville sous-marine en ruine. Aki et Yusheng s'équipent et plongent dans l'eau. Yusheng et Aki parviennent à trouver la porte du village oublié. Mans informe Anzu qu'ils ont trouvé la ville en bronze, mais qu'ils ont besoin de la clé pour entrer. Mans dit que cela doit être le palais de l'un des rois dragons, Norton. Anzu permet à Mans d'utiliser la clé. Mans entre dans une pièce et récupère un bébé avec du sang de dragon pur. Il s'équipe avec le bébé et plonge dans l'eau. Il arrive à la porte et utilise le bébé comme clé pour l'ouvrir. Il donne à Aki et Yusheng leurs instructions et retourne au bateau avec le bébé. Après être retourné sur le bateau, Mans dit à Norma de faire un scan complet de la ville. Aki et Sheng arrivent dans une chambre où ils voient un énorme pilier de bronze. Sheng propose d'explorer plus loin, tandis qu'Aki reste là et prend des photos du pilier et des environs. Aki commence à prendre des photos avec son masque et les transmet au bateau. Et quelques instants plus tard, Aki commence à perdre connaissance, mais Sheng arrive à temps et la réveille. Il dit à Aki qu'il a trouvé un vase qu'ils ramèneront au bateau. Sheng dit qu'il pourrait y avoir un bébé dragon endormi à l'intérieur. Soudain, le système de sécurité de la ville s'active lorsque Aki touche une petite statue. La disposition de la ville commence à changer et le duo s'enfuit. Ils commencent à courir à travers tous les obstacles devant eux pour tenter de retourner au vaisseau. Sheng dit qu'Aki a dû redémarrer toute la ville en touchant la statue. De retour au collège Cassil, les étudiants classés au-dessus de A sont convoqués à la salle d'urgence. Avant que Ming-Fei ne quitte sa chambre, il tombe dans une transe où Ming lui dit ce dont il aura besoin. Ming lui donne un code de triche pour résoudre n'importe quelle carte qu'il trouve. Ming-Fei arrive dans le hall et voit d'autres étudiants se préparer à être informés également. Les étudiants sont informés que 2 membres du bureau d'exécution sont piégés dans les ruines du dragon et ont besoin de leur aide pour trouver une issue le plus rapidement possible. Ming-Fei remarque que la fille aux cheveux blonds du test est aussi dans la salle. Cela signifie qu'elle est de rang A. Les professeurs informent les étudiants qu'ils ont 20 minutes pour résoudre le plan de la ville avant que l'oxygène d'Aki et Sheng ne s'épuise. Les étudiants sont exhortés à tout faire pour sauver leurs camarades. Les étudiants commencent à travailler immédiatement, et les professeurs espèrent qu'ils trouveront une solution avant que le temps ne s'écoule. Ming-Fei se souvient du code que Mengs lui a donné et l'utilise pour déchiffrer la carte. Le code parvient à interpréter la carte et tout le monde est surpris lorsque Ming-Fei résout la carte. L'interprétation de la carte est immédiatement envoyée au navire pour aider Aki et Sheng à trouver leur chemin. Ils examinent la carte et découvrent que le seul chemin pour s'échapper est de descendre et de sortir par la base de la ville. Le professeur Manx est heureux que le duo ait suffisamment d'oxygène pour sortir de la ville. D'un autre côté, Aki est triste, car ils ne s'en sortiront pas faute d'oxygène suffisant. Sheng la rassure en lui disant qu'ils sortiront à temps, ce qui remonte le moral d'Aki. Quelques instants plus tard, Manx se rend compte qu'ils n'ont pas calculé l'oxygène et le temps nécessaire pour que le duo remonte. Ils ont seulement calculé l'oxygène nécessaire pour sortir des ruines. Manx se rend compte qu'il pourrait ne pas remonter. Il ordonne que le navire soit abaissé presque à la surface de l'eau et que les canaux de sauvetage soient déployés. De retour au collège, Ming-Fei reçoit un appel de son ami, Vieux Tang. Tang remarque que Ming-Fei est de mauvaise humeur et l'encourage à espérer le meilleur même dans les mauvaises situations. Sur le navire, des sauveteurs ont été déployés pour essayer de retrouver Aki et Sheng. Manx est sur le point d'abandonner lorsque l'équipe l'informe qu'ils ont trouvé quelqu'un. Aki parvient à remonter à la surface de l'eau et à remettre le vase à Manx. Elle dit à Manx que Sheng s'est sacrifié pour elle. Juste à ce moment-là, Aki est emporté par une créature inconnue. La créature commence à poursuivre le navire et Manx sort un fusil pour tuer la créature. Après avoir tiré plusieurs balles sans éliminer la créature, des missiles sont lancés dans l'eau et la créature les avale. Les missiles explosent à l'intérieur de la créature et ils supposent qu'ils l'ont éliminée. Soudain, l'assistant de Manx est empalé par un bras sortant de l'eau. Manx confirme enfin qu'il s'agit d'un dragon et le dragon rit même d'eux. Ils veulent faire exploser le reste des munitions à l'intérieur du dragon. Mais Manx dit que cela libérera de l'air chaud vers eux, comme des flammes de dragon. Manx ordonne au navire de se diriger à grande vitesse vers le barrage. Il prévoit de mettre le barrage entre eux avant de faire exploser les missiles. Le dragon les poursuit, mais ils parviennent à atteindre le barrage. Ils font exploser les bombes et réussissent à coincer le dragon entre les murs du barrage, mais une des dents du dragon vole et empale Manx. Maintenant, au collège, le principal informe les étudiants que le vaisseau a atterri en toute sécurité. Tout le monde remercie Ming-Fei pour son excellent travail.
Après avoir quitté la salle d'urgence, Ziyang s'approche de Mingfei et lui demande de rejoindre le Lionheart Club, mais Mingfei refuse à contre-cœur. Ziyang dit qu'il n'a aucune rancune contre lui, peu importe le club qu'il choisit. Ziyang est très sûr que Kaiser lui demandera également de rejoindre l'Union des étudiants. Plus tard, des colombes sont libérées de l'église, et Ziyang dit que c'est un signe qu'ils ont perdu quelqu'un. Sur le navire, Manx rapporte toutes ses découvertes au principal avant de mourir. Il demande également au principal de dire aux étudiants qu'il est en mission pour éviter de baisser leur morale. Anju dit à son camarade que le vase qu'ils ont trouvé a été envoyé au collège et qu'ils essaieront de découvrir ce qu'il contient. Manx rend son dernier souffle en disant à Anju de trouver un nouveau mentor pour Nono. Ensuite, Mingfei reçoit un email de César l'invitant à un bal ce soir. Mingfei hésite à y aller car il n'a pas de tenue formelle, mais Finger dit qu'il peut en louer une au club de théâtre. Plus tard dans la soirée, Mingfei et Finger arrivent sur le lieu du bal. Nono arrive également à l'événement et est personnellement accueilli par César. Il s'avère que c'est l'anniversaire de Nono. L'événement commence par une danse, mais Mingfei et Finger n'ont pas de cavalière. Le duo finit par danser ensemble. Alors que Finger profite du moment, cela s'avère être un véritable enfer pour Mingfei. Après la danse, Kaiser prononce un discours fort et profite de l'occasion pour inviter Mingfei au club. Mingfei est confus et Kaiser dit qu'il a la possibilité de réfléchir à l'offre avant de lui donner une réponse. Après le discours, la fille aux cheveux blonds du test 3E se lève pour danser avec Mingfei. Mingfei ne sait pas danser, alors la fille le guide. Quand Mingfei lui demande son nom, elle lui dit de l'appeler Zéro. Après la belle danse, la fille quitte la salle. Une fois la fille partie, Mingfei quitte également la salle. Il voit Nono dehors, sur le point de partir avec la voiture de César. Mingfei s'approche d'elle pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Nono dit qu'elle est fatiguée et c'est la raison pour laquelle elle quitte la fête. Elle demande si Mingfei peut conduire et il répond oui. Elle dit à Mingfei de la conduire au sommet de la montagne pour qu'elle puisse se détendre. Juste au moment où le duo part pour la montagne, l'école est envahie par un groupe d'hommes armés. Les étudiants sont informés de s'armer et de défendre l'école. En route vers la montagne, Mingfei entre à nouveau en transe où il voit Manx assis à côté de lui dans la voiture. Mingfei a peur car se retrouver dans un monde de rêve signifie qu'il pourrait les conduire dans un fossé dans la réalité. Cependant, Manx lui montre le chemin pendant qu'ils conduisent. Il demande à Mingfei s'il est prêt à avouer à Nono. Manx donne ensuite à Mingfei un autre code de triche appelé « Montre-moi les fleurs ». Ils arrivent enfin au sommet de la montagne et le duo descend de la voiture. De retour à l'école, il est révélé que les envahisseurs pourraient être après le vase qui vient d'être apporté à l'école. L'un des envahisseurs est vu en train de communiquer avec une femme qui semble être leur commandant. Peu de temps après, certains des intrus sont capturés et maîtrisés. Manstein dit qu'ils auront besoin que la barrière qui contrôle leur pouvoir soit levée pour pouvoir chercher les intrus plus efficacement. Manstein appelle son père, qui est le veilleur de nuit, pour lever la barrière. Son père accepte et lève la barrière pour leur donner un contrôle total de leur pouvoir. Là-haut dans les collines, Nono dit à Mingfei qu'elle sait que Manx est mort, mais qu'il ne voulait pas le dire aux étudiants. Elle explique à Mingfei que Manx lui a donné un code secret au cas où il mourrait. Il lui a déjà dit qu'il serait annoncé qu'il partait en mission. Mingfei demande si Nono est triste, mais elle dit non. De retour à l'école, une fois la barrière levée, la capitaine des intrus utilise son pouvoir pour se cacher, elle et ses hommes, afin d'éviter d'être détectés. En même temps, Manstein utilise ses serpents du vide pour rechercher les intrus. Gundarin dit que c'est aux étudiants d'arrêter les intrus parce que leurs principaux hommes ne sont pas à l'école. Pendant ce temps, un des intrus appelé 013 agit en solo. Leur employeur lui a donné une mission différente des autres. 013 est informé que sa prochaine étape est la cave à vin. 013 se rend à la cave à vin et ouvre la porte intérieure qu'il a vue avec la carte de sécurité qui lui a été fournie. Dans l'église, Kaiser active son Yanling qui lui permet de voir et d'entendre tout autour de lui. Kaiser appelle Zihang et demande si ses propres ennuis sont arrivés. Mais il dit non. Kaiser dit qu'il est sur le point de s'engager dans ses propres ennuis. Les instructeurs ordonnent alors à la société Lionheart d'évacuer la bibliothèque, mais Zihang doit y rester. Juste à ce moment-là, les intrus entrent dans l'église, mais il ne leur faut pas longtemps pour réaliser qu'ils ont été attrapés. La capitaine des intrus se présente comme Sakatoku Mai. Il s'avère qu'elle est la sœur d'Aki. Kaiser présente ses condoléances, mais Mei dit qu'il n'y a pas besoin car elle et Aki n'étaient pas si proches. Mei joue une chanson et dit qu'ils commenceront leur combat une fois que la musique qu'elle joue sera terminée. Cependant, un des intrus essaie de faire le malin, mais Kaiser, étant un adversaire fort, met tous les intrus hors de combat, laissant Mei. Il se demande pourquoi les intrus utilisent des balles sédatives au lieu de balles mortelles.
mais lui dit que son travail est de ralentir Kaiser, tandis qu'une autre fille ralentit également Zihang. C'est parce que le duo est actuellement la principale menace pour leur opération. Maintenant, dans la bibliothèque, une fille portant un masque entre, et c'est elle qui doit combattre Zihang. Elle n'apporte même pas d'armes, et les instructeurs qui regardent se demandent si elle est assez puissante pour défier Zihang sans armes. Zihang active son Yanling, qui est une flamme royale et très rare. Toute la zone où il se tient se transforme en fournaise ardente. Les professeurs réalisent pourquoi le Yanling de Zihang a été un secret pour tout le monde, sauf le principal et son superviseur. Cela doit être la raison pour laquelle tout le monde a été prié d'évacuer la bibliothèque. À la grande surprise de tous, la fille est armée du même pouvoir que Zihang. Pendant ce temps, 013 se retrouve dans les chambres de l'IA où il rencontre l'une des personnalités de Norma, Eva. Eva dit qu'elle ne peut pas l'arrêter parce qu'il a utilisé une carte de haute autorisation. Le duo discute et Eva lui indique même où il veut aller ensuite. Alors qu'il se dirige vers sa prochaine destination, 013 est informé que son paiement a augmenté à 5 millions. Il tombe dans un réservoir et perd son téléphone avant de pouvoir obtenir la dernière instruction. Il nage en avant et voit une porte. Il est encore en train de réfléchir à l'idée d'ouvrir la porte quand une voix l'appelle frère et il ouvre accidentellement la porte. De retour sur la montagne, Nono informe Ming-Fei que c'est elle qui l'a invité à la fête et non César. Elle demande ensuite à Ming-Fei de rejoindre le syndicat étudiant. Pour éviter que Ming-Fei pense que César l'a poussée à le faire, elle révèle qu'elle veut que Ming-Fei rejoigne le club pour pouvoir s'occuper de lui elle-même. Il s'avère que César et Nono ont un engagement de mariage arrangé. Nono change de sujet et dit à Ming-Fei que quelqu'un lui offre habituellement un cadeau d'anniversaire chaque année et qu'elle ne sait pas ce que la personne lui offrirait cette année. Voyant que Nono est de mauvaise humeur, Ming-Fei utilise le code de triche que Ming lui a donné et l'ambiance devient joyeuse. La musique commence à jouer. Les feux d'artifice éclatent et tout se termine par une décoration de feux d'artifice disant « Joyeux anniversaire, Nono ». Cela remonte le moral de Nono, et alors qu'elle baisse la tête, une larme tombe. Ming-Fei réalise que Nono faisait référence à sa défunte mère, qui lui achetait habituellement des cadeaux. Maintenant à l'école, après que 013 ouvre la porte, les courants d'eau le poussent vers une autre chambre, où il se retrouve face à face avec un requin. Étonnamment, le requin nage sans attaquer 013. 013 révèle qu'il y a quelque chose chez lui qui effraie les animaux. Il se rend à l'institut de recherche caché sous l'université. Il utilise la carte de sécurité qu'il a avec lui pour accéder à la porte. À l'intérieur de l'installation, Anzu informe les scientifiques au sujet du vase. Après avoir effectué un scan du vase, il découvre qu'il contient un embryon de dragon. Après une observation attentive, il réalise qu'il devait y avoir 2 embryons à l'intérieur, mais l'un s'est échappé. Les scientifiques veulent disséquer le vase pour vérifier rapidement ce qu'il contient, mais Anzu les arrête. Il les menace et ordonne à tout le monde de quitter la pièce. Cela donne à 013 l'opportunité d'infiltrer la pièce sans problème. Juste au moment où 013 s'approche du vase, il a une vision d'un enfant l'appelant frère à nouveau. Il se rapproche du vase et commence à prendre des photos. La vision se reproduit et cela effraie 013. Il décide de partir sans emporter le vase avec lui. Pendant ce temps, une bouteille était tombée de sa poche lorsqu'il s'était éloigné du vase. Ses instructions finales étaient de verser la solution contenue dans la bouteille sur le vase, d'en retirer le contenu et de revenir. Il est parti sans le faire parce qu'il n'a pas reçu les instructions finales lorsqu'il a perdu son téléphone. Quelques instants plus tard, une silhouette inconnue, probablement Anzu, entre dans la pièce. Il ramasse la bouteille et verse son contenu dans le vase. Il se coupe ensuite la main et verse aussi le sang sur le vase. Alors qu'Anzu s'en va, il dit que son sang et le dragon sont entre les mains de Nidog. Maintenant à l'église, César dit à Mai que si elle parvient à l'éliminer en 3 essais, elle sera considérée comme la gagnante du duel. Mai poursuit César, mais il esquive facilement sa première attaque. Elle attaque à nouveau et César la contre. Elle rend la 3e attaque plus difficile, mais César parvient à bloquer l'attaque encore une fois. Cependant, Mai essaie de tricher et sort une arme. À ce moment-là, un petit enfant prononce quelques mots au loin qui provoquent une explosion séparant Mai et César. Ils regardent autour et voient des empreintes fondues imprimées sur le sol qui mènent à l'extérieur. César est surpris que quelqu'un ait pu passer à côté de lui sans qu'il ne s'en aperçoive. César dit qu'il a entendu le bruit de l'ascenseur. En jugeant par le mouvement, il dit que l'ascenseur venait du sous-sol, mais se demande quel genre de monstre ils gardent à l'école. Sur le chemin du retour à l'école, Nono et Ming-Fei réalisent qu'il y a un problème. Cependant, Nono dit à Ming-Fei de ne pas s'inquiéter car elle est sûre que tout sera réglé avant même leur retour. À l'école, Zihang et l'autre fille se battent encore et les professeurs remarquent que la fille retient ses coups car son but est de ralentir Zihang et non de le tuer. D'autre part,
013 essaie de s'échapper de l'école à vélo lorsque Mingfei et Nono le percutent avec leur voiture. Mingfei s'approche pour s'excuser du problème lorsque lui et 013 se reconnaissent. Apparemment, 013 est Vieux Tang, l'ami de Mingfei. La scène se transforme rapidement en une fausse prise d'otage pour aider Tang à s'échapper. Leur plan est interrompu lorsqu'ils voient un enfant avec un bouclier d'énergie autour de lui essayer de s'approcher. Les gardes commencent à tirer sur l'enfant, mais le bouclier d'énergie autour de lui fait fondre les balles. Tous leurs efforts pour l'arrêter s'avèrent inutiles, et tout ce qu'ils font, c'est le rendre encore plus en colère. Xiong et la fille arrêtent leur combat lorsqu'ils découvrent qu'il y a un danger plus grand à l'école. La fille félicite Zihong et s'en va. Manstein appelle son père pour abaisser à nouveau la barrière, mais il dit que ce sera inutile car ils se battent contre un dragon de première génération, le roi de bronze et de feu, mais appelle son employeur pour l'informer des récents développements. Mais envoie une vidéo à son employeur et lorsqu'elle la regarde, elle découvre que l'enfant n'est pas le roi dragon Norton. L'employeur de Mai dit que l'enfant qu'il regarde est le frère de Norton, Constantine. Nono Tang et Mingfei sont vus se cachant derrière des piliers. Tang révèle qu'il a reçu l'ordre de voler le vase en ligne et ne savait même pas qu'il s'infiltrait dans l'école de Mingfei. Juste à ce moment-là, Finger les trouve derrière les piliers et pousse un cri fort. Cela les expose à Constantine, qui les cherchait. Constantine apparaît, mais le sol s'enfuit à nouveau. Peu de temps après, Mei reçoit l'information de son employeur que les balles Friga qu'ils utilisent comme sédatifs peuvent avoir de petits effets contre Constantine. Tous les gardes et les étudiants passent immédiatement aux balles Friga et commencent à attaquer Constantine. Mingfei, Tang et Finger trouvent une piscine et sautent dedans pour se cacher de Constantine. Le trio entend Constantine s'approcher et décide de s'immerger complètement dans la piscine. Quelques instants plus tard, Mingfei relève la tête et se retrouve dans une piscine rouge. Il sort de la piscine et remarque que son environnement est différent. Il croit que c'est l'une des visions de Mengzi et commence à le chercher. Il tombe sur Constantine et reconnaît immédiatement qu'il est le gamin dragon qui les poursuit lorsqu'il voit un bâtiment de la carte de la ville de bronze. Il prend peur et recule, mais Mengzi apparaît de nulle part et donne un coup de pied à Constantine. Mengzi dit à Constantine de laisser son frère tranquille et de se trouver son propre frère. Mingfei se réveille dans le monde réel pour découvrir que ses amis l'ont laissé à la piscine. Juste à ce moment-là, le principal Anzu arrive et demande à Mingfei de le suivre. Il emmène Mingfei à une tour de guet et lui donne un fusil et une balle. Il dit que la balle est faite de pierre philosophale et est capable de tuer n'importe quel dragon suprême. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir une vue dégagée sur ses yeux. Anzu dit qu'il utilisera son Yanling, appelé Temps Zéro, pour ralentir tout autour et donner à Mingfei une chance de tirer sur Constantine. Quelques minutes plus tard, Constantine se transforme en dragon. Anzu félicite les étudiants pour leur excellent travail et leur dit qu'il va prendre le relais à partir de maintenant. Il utilise son Yanling pour attaquer Constantine et ralentir le temps. Mingfei parvient à tirer avec l'aide de l'île Bro, Mengs. Une fois que le dragon a été abattu, le principal dit à tout le monde de passer aux munitions réelles, parce que le dragon est maintenant affaibli. Le dragon vole vers Tang et le protège de toutes les balles. Le dragon l'appelle frère avant de finalement mourir. Submergé par ce qu'il vient de voir, Tang commence à se souvenir de sa vie en tant que dragon. Il se souvient que Constantine est son frère jumeau. Il devient très triste et en colère en même temps, ce qui le pousse à se révéler enfin comme le roi Dragon Norton. Plus tard, le père de Manstein demande à Anzu pourquoi il n'a pas simplement tué Tang quand il ne s'était pas encore transformé en dragon. Anzu dit qu'il est fatigué d'enfermer les rois dragons et qu'il veut les éliminer une fois pour toutes. Il ajoute qu'il a maintenant plus de 100 ans et qu'il a besoin de quelqu'un pour poursuivre ses tâches. Le sang hybride d'Anzu lui a permis de rester en vie et plus jeune que ses pairs. Il révèle ensuite que les dragons sont toujours en colère lorsqu'ils perdent un être cher, et cela les empêche de réfléchir soigneusement. Anzu est assez confiant que la colère de Norton sera sa perte. Le plan d'Anzu est d'éliminer les 4 rois dragons et enfin éliminer l'empereur, Nidhogg. Le lendemain, Finger et Mingfei sont vus dans leur dortoir en train de parler des événements qui se sont produits hier. Finger dit que les dirigeants de l'école sont de retour maintenant et qu'ils n'ont rien à craindre. Mingfei révèle qu'il va rejoindre le syndicat étudiant. Juste à ce moment-là, un étudiant arrive pour lui remettre sa carte de club. L'étudiant dit que Nono était sûr que Mingfei rejoindrait le club et avait déjà préparé sa carte. Peu de temps après, le principal Anzu informe César qu'il a une mission pour son club. Il doit également emmener Mingfei avec lui lors de l'expédition. Après avoir reçu la tâche du principal, Anzu appelle Mingfei. Il informe Mingfei de l'expédition qu'ils doivent entreprendre.
Ming-Fei a peur et dit qu'il ne veut pas y aller, mais Nono entre et le convainc qu'elle prendra soin de lui comme une grande sœur. Ming-Fei accepte de les rejoindre pour la mission, mais César dit qu'ils doivent le préparer dans les 2 mois suivants. Pendant ces 2 mois, Ming-Fei est formé dans plusieurs domaines, y compris la plongée, les arts martiaux, l'endurance et la résistance, le combat à main nue et le reste. Après sa formation, Ming-Fei se sent découragé et donne à Finger sa carte de rang S pour acheter tout ce qu'il veut au cas où il mourrait. Typique de Finger, il commence immédiatement à commander des choses avec la carte. Ming-Fei est surpris de voir comment Finger se comporte, mais il se trompe lorsque Finger rend la carte. Finger l'encourage et lui assure que tout ira bien. Cela éveille un nouveau sentiment de confiance en Ming-Fei. Finger révèle que les couples ne sont pas autorisés à plonger ensemble, mais la raison pour laquelle Aki et Sheng sont allés ensemble est qu'ils n'ont jamais annoncé officiellement leur relation. Ming-Fei réalise que César et Nono ne pourront pas plonger ensemble pour la mission. Pendant ce temps, Norton a convoqué l'un de ses dragons serviteurs, Samson, pour le préparer à la tâche qui les attend. Peu de temps après, Ming-Fei, Nono, Zero et César sont emmenés sur le navire pour leur mission. Le nom de leur mission est Opération Bronze. Manstein les informe que le navire est maintenant mieux armé qu'avant et qu'aucun dragon ordinaire ne peut les affronter. Il révèle qu'ils ont maintenant une torpille avancée qui peut endommager efficacement un dragon. Leur plan est de rentrer dans la ville de Bronze et de la détruire avant qu'elle ne tombe entre les mains de Norton. Ils croient que Norton devra retourner dans la ville et se transformer en cocon pour émerger avec toute sa force. Manstein les informe des plans de plongée. Nono et Ming-Fei seront l'équipe 1 et ils plongeront en premier pour trouver le cocon et le faire exploser. Nono et Ming-Fei s'équipent et Nono lui donne tous les détails qu'il doit connaître sur la combinaison. Il est informé qu'une ligne de conscience est attachée à eux, que le navire peut utiliser pour les ramener en cas de problème. Quelques instants plus tard, le duo plonge dans l'eau. En arrivant à la porte, Ming-Fei est censé verser le sang pur dans un récipient dessus pour l'activer. Juste à ce moment-là, la porte mord son doigt, mais le relâche lorsqu'elle goûte une bonne quantité de sang de dragon. La porte s'ouvre et Ming-Fei utilise un morceau de tissu pour envelopper son doigt avant qu'il ne plonge dans la ville. Ils arrivent dans un couloir où il n'y a pas d'eau, et le duo découvre que l'air est respirable. Ils ouvrent leur masque pour conserver l'oxygène et continuent leur tâche. Avec l'aide d'un dé donné par Manstein, ils peuvent savoir quelle direction prendre. Ils continuent de suivre le dé où qu'il les mène. Ming-Fei et Nono traversent une chambre qui illustre l'évolution des dragons et de l'homme. Quelques instants plus tard, ils se retrouvent au même pilier qu'Aki et Shang ont trouvé la dernière fois qu'ils étaient là. Après avoir quitté l'endroit où se trouve le pilier, ils avancent pour trouver une chambre où une grande statue est érigée en l'honneur de Norton. Nono déduit que le palais du roi ne peut pas être au même endroit où il recevait des sacrifices. Ils plongent dans l'eau en dessous d'eux et atteignent le fond. Ils découvrent qu'ils se tiennent dans un cimetière de personnes qui ont mené la guerre contre le roi dragon. C'était il y a des milliers d'années, lorsque la ville n'avait pas été submergée sous l'eau. Ils trouvent une autre porte et utilisent le sang de Ming-Fei pour y accéder. Cela provoque la perte de connexion avec le navire car leur ligne de conscience a été déconnectée. César et Manstein utilisent immédiatement leur pouvoir pour tenter de retrouver leurs camarades. Pendant ce temps, Nono et Ming-Fei tombent dans une partie inexplorée de la ville. Ils voient un bâtiment devant eux et entrent pour enquêter. Nono dit qu'elle va utiliser ses compétences en psychologie criminelle pour essayer d'obtenir des informations. Après avoir utilisé sa compétence en psychologie, Nono découvre que le bâtiment dans lequel il se trouve est le palais de Norton et qu'il y vivait avec son frère il y a des milliers d'années. Nono révèle que la raison pour laquelle elle a décidé de s'occuper de Ming-Fei est qu'elle pense avoir fait une erreur en le recrutant à l'école. Elle pensait que Ming-Fei resterait un jour ou deux et abandonnerait. Après cela, Nono règle un minuteur et révèle qu'ils ont suffisamment de temps pour retourner à la surface. Soudain, ils réalisent que la lampe à l'intérieur du bâtiment est allumée et que quelqu'un a dû l'allumer récemment. Ils comprennent que Norton est actuellement en ville et le duo commence à s'enfuir. Ils arrivent à la porte qui les a amenés et l'utilisent pour retourner à leur emplacement précédent. Les deux découvrent que quelqu'un a enlevé la ligne de conscience qu'ils étaient censés utiliser pour retourner au navire. Il ne leur faut pas longtemps pour réaliser que la ville a été redémarrée et que tout commence à s'effondrer. Ils retournent au palais pour trouver une autre porte qui les fera sortir. De retour dans le vaisseau, César veut plonger pour les chercher, mais Manstein le met en garde et dit qu'ils sont là pour tuer le roi dragon. Plonger dans l'eau compromettra l'objectif de leur mission. Maintenant dans l'eau, Nono et Ming-Fei essaient toujours de trouver une issue. Ming-Fei se souvient du code du coffre que Ming lui a donné à propos de la carte. Ming-Fei active à nouveau le code. Juste à ce moment-là,
Ils entendent la voix de Finger leur parler. Ming-Fei dit à Finger de regarder la carte de la cité de bronze qu'ils ont et de l'utiliser pour les guider hors de la ville. Il s'avère que Ming-Fei utilise le cerveau de Manstein comme relais de signal pour avoir contacté Finger. Finger analyse la carte, mais n'a pas assez d'accès informatique parce qu'il est de rang F. Il se souvient soudain qu'il a un atout dans sa manche. Il contacte Eva, qui a été sa meilleure amie, pour lui donner un accès illimité. Avec cet accès illimité, Finger est capable d'analyser complètement la carte. Il commence à donner à Nono et Ming-Fei les directions qu'ils doivent suivre pour sortir de la ville. Pendant ce temps, le cerveau de Manstein a surchauffé et il est hors service. César prend le contrôle du navire et donne des instructions à tout le monde à bord. Soudain, un dragon attaque le navire et l'équipage croit que c'est Norton. César ordonne au navire d'avancer à grande vitesse. Le dragon les poursuit, mais Zero réalise bientôt que ce n'est pas Norton qui les poursuit. Il voit Norton debout sur une colline au loin. Le dragon qui les poursuit les dépasse pour rejoindre Norton. En s'immergeant dans l'eau, ils découvrent que le dragon qui leur cause des problèmes est Samson. Samson rejoint Norton et le roi dragon remercie son fidèle serviteur pour ses services. Norton tue Samson et fusionne avec son corps. L'équipage réalise que Norton a fait cela pour éviter de retourner dans un cocon pour retrouver toute sa force. Fusionner avec Samson équivaut presque à retrouver toute sa force. Pendant ce temps, May se tient au loin. Elle reçoit des instructions de son employeur pour s'assurer que Norton meurt. Mais Ming-Fei doit rester en vie. De retour dans l'eau, Nono et Ming-Fei trouvent le corps de Sheng. Ils découvrent qu'il a trouvé un livre qu'il devait ramener au navire, mais il n'a pas pu le faire car il a sacrifié son oxygène pour Aki. Nono prend le livre et souhaite à Sheng un repos paisible et éternel. La ville commence à se désintégrer à un rythme accéléré et Ming-Fei commence à paniquer. Cependant, son moi intérieur le réprimande et lui dit de se ressaisir. Son moi intérieur dit qu'il dépend toujours de quelqu'un pour le sauver sans jamais avoir fait le travail. Après avoir reçu une leçon de son ami intérieur, Ming-Fei trouve la confiance pour continuer. Ils arrivent bientôt à une porte, mais le mur de la ville commence à s'effondrer sur eux. Ming-Fei essaie de déverrouiller la porte avec son sang, mais le sang a cessé de couler parce qu'il est resté sous l'eau trop longtemps. Il essaie d'utiliser un couteau pour se couper, mais panique et le laisse tomber. Voyant que le mur est sur le point d'écraser Nono, Ming-Fei enlève son masque et utilise ses dents pour mordre son doigt. La porte se déverrouille et le duo est emporté hors de la ville. Manstein parvient à informer le navire que Nono et Ming-Fei ont besoin d'aide car il y a eu une fuite d'oxygène. Le navire retourne immédiatement à sa position initiale et largue une cloche de sauvetage dans l'eau. Nono gifle Ming-Fei pour le sortir de son état d'inconscience. Ming-Fei ouvre les yeux et découvre qu'il partage le même oxygène avec Nono parce que sa propre combinaison est cassée. Le problème qu'ils ont maintenant est de savoir comment remonter à la surface avec la quantité limitée d'oxygène qu'ils ont. Au même moment, Chi-Hong arrive en hélicoptère pour apporter de l'aide à l'équipe. De retour dans l'eau, Nono décide d'enlever sa combinaison et de la faire porter à Ming-Fei à la place. Nono est une plongeuse experte, elle peut donc tenir plus longtemps que Ming-Fei. Le navire continue son voyage vers l'emplacement de Nono et Ming-Fei. César pense à un moyen de combattre Norton. Zero propose l'idée qu'ils peuvent utiliser les torpilles contre lui. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'assurer qu'ils sont à au moins 100 mètres de lui pour qu'il n'ait pas le temps de le faire fondre. Les torpilles se déplaceront à la vitesse d'un avion et l'effet contre Norton sera significatif. César se rend sur le pont du navire pour affronter Norton. Zero rappelle à César de bloquer ses oreilles car l'effet de l'explosion sera trop fort pour ses oreilles, étant donné qu'il utilisera ses capacités à ce moment-là. César se couvre les yeux pour mieux se concentrer sur ses capacités auditives. Il active ses capacités et tire des balles à haute puissance sur Norton pour le mettre en colère. Une fois qu'il est suffisamment en colère, il concentrera son attention sur César et la torpille aura de grandes chances de toucher Norton. Alors que le combat s'intensifie, César lève brièvement sa barrière pour donner à Chi-Hong la chance de distraire également le roi dragon. Chi-Hong attaque avec la flamme royale, mais Norton annule facilement son attaque. Cela n'est pas une surprise, car le pouvoir de Chi-Hong vient de Norton. Voyant que le roi dragon est distrait, César ordonne à Zero de lancer la torpille. Cependant, César oublie de se boucher les oreilles lorsque la torpille se dirige droit vers Norton. La torpille frappe Norton et s'avère être une attaque dévastatrice. Norton tombe dans l'océan et l'équipage s'enthousiasme que c'est fini. L'oreille de César commence à saigner, mais Zero dit qu'une petite opération chirurgicale peut réparer les dommages causés. De retour dans l'eau, Nono et Ming-Fei voient le scaphandre devant eux. Ils sont heureux d'y être enfin arrivés. Nono pousse Ming-Fei dans la cloche, mais alors qu'elle est sur le point d'entrer, Norton apparaît et empale Nono avec sa queue. Ming-Fei regarde Nono mourir devant lui, tout en se remémorant tous leurs souvenirs ensemble.
Il pense à combien Nono a toujours été là pour lui. Cette douleur de perdre Nono pousse Ming-Fei dans le Vision Land où il se retrouve sur un radeau. Il voit Ming debout à côté de lui. Mengs lui dit que Nono meurt lentement dans le monde extérieur, mais qu'il pourrait encore avoir la chance de la sauver. Ming-Fei se plaint de la façon dont Nono a toujours été là pour lui. Ming-Fei révèle son désir de protéger Nono et de l'empêcher de mourir. Après avoir entendu tout ce que Ming-Fei a à dire, Meng dit qu'il y a une solution à ses problèmes. Il est prêt à donner à Ming-Fei les codes de triche dont il a besoin pour vaincre Norton et aussi sauver Nono. Cependant, il y a un hic. Chaque code lui donne droit à un quart de la vie de Ming-Fei. Une fois qu'il utilise 4 codes, Mengs possédera sa vie. Désespéré de sauver Nono, Ming-Fei accepte l'accord. Mengs est surpris que Ming-Fei ait accepté l'accord. Il commente que Ming-Fei n'aurait pas accepté l'accord, il y a quelques milliers d'années. Mengs dit que Nono a vraiment changé Ming-Fei. Mengs ajoute que Ming-Fei est officiellement tombé dans son piège. Mengs lui donne alors le pouvoir d'empêcher Norton d'utiliser son Yanling, le pouvoir d'empêcher Nono de mourir. Il lui donne aussi le pouvoir d'utiliser n'importe quel Yanling de son choix, et Ming-Fei choisit la capacité de César. Après avoir obtenu ses pouvoirs, Ming-Fei retourne à la cloche. Il nage vers Nono et la guérit. Il attache Nono à la cloche et l'envoie à la surface. Une fois cela fait, Mengs dit qu'il est temps de combattre Norton. Mengs lui dit que le livre qu'ils ont trouvé plus tôt a été créé par Norton et qu'il contient les 7 péchés. Ming-Fei active le livre et choisit 2 couleurs, jaune et violet, pour combattre Norton. Mengs lui dit qu'il vient de choisir les 2 pires des 7 péchés, et cela rendra son combat contre Norton un peu plus difficile. Ming-Fei utilise le code pour empêcher Norton d'utiliser son Yanling, et un combat s'engage entre les deux. Alors que la bataille fait rage, Norton disparaît dans l'abîme. Ming-Fei tombe dans une humeur triste et commence à penser aux personnes qui risquent de le regretter s'il meurt. Mengs l'emmène au pays de la vision et lui remonte le moral. Il lui rappelle que la restriction de Ming-Fei sur le Yanling de Norton s'estompe lentement. Recevant des mots d'encouragement de son frère, Ming-Fei parvient finalement à activer son propre Yanling, ce qui lui donne plus de force et de vitesse. Accompagné du Yanling de César, Ming-Fei parvient à localiser Norton et il lance une attaque dévastatrice qui le pousse dans l'océan. Il est sur le point de terminer Norton quand il réalise que Norton est la même personne que son ami Tang. Ming-Fei hésite et cela donne à Norton l'occasion de commencer à l'étrangler. Cependant, Mengs offre son aide en remettant une dague à Ming-Fei et le force à enfoncer la dague dans le dos de Norton. Alors que Ming-Fei remonte à la surface, il se souvient à quel point Tang était bon avec lui, comment Tang était le seul à croire en lui quand personne d'autre ne le faisait. Ming-Fei verse des larmes amères alors qu'il continue son ascension. De retour sur le navire, Nono se réveille enfin et l'équipage se rassemble pour applaudir elle et César. Zero remarque Ming-Fei remonter à la surface au loin et nage pour l'aider. Elle le ramène au navire. Mai, qui se tient à l'écart, voit Norton, déjà affaibli et mourant, remonter à la surface de l'eau. Elle utilise la balle de la pierre philosophale pour l'achever et rapporte à son employeur que le travail est terminé. Plus tard, Ming-Fei est vu en train de rencontrer le principal. Hanzu lui promet la note maximale ce semestre, mais il doit écrire une thèse avant de pouvoir tenir sa promesse. Il doit écrire sur les trônes partagés des jumeaux monarques. Hanzu révèle que Nidog a créé les 4 rois comme une paire de jumeaux chacun. Hanzu croit que Nidog a fait cela pour les rendre plus puissants. Hanzu dit ensuite à Ming-Fei que les dragons prennent forme humaine pour obtenir de l'empathie des humains. Norton a peut-être perdu la mémoire lorsqu'il s'est échappé du vase il y a quelques années, mais cela ne l'empêche pas d'être un roi dragon. Hanzu dit qu'il aurait semé la terreur dans le monde s'il n'avait pas été arrêté. Hanzu donne à Ming-Fei une photo de Tang quand il était encore humain, mais Ming-Fei dit à Hanzu de la garder. Juste à ce moment-là, Hanzu remet à Ming-Fei une lettre de ses parents. Ses parents le félicitent pour sa contribution au succès de la mission. Ils ajoutent également qu'ils ont hâte d'être présents le jour de sa remise de diplôme. Cette lettre fait pleurer Ming-Fei. Après avoir lu la lettre, le principal demande à Ming-Fei les détails de la mission. Il dit qu'il est écrit dans le rapport qu'après que César a mis Morton à terre, quelque chose a attaqué Nono. Mais elle a été miraculeusement guérie et Ming-Fei a également été épargnée. Ming-Fei est sur le point de répondre à la question quand Meng l'arrête. Hanzu dit que c'est d'accord si Ming-Fei ne veut pas lui dire ce qui s'est passé. Maintenant, au dortoir, Ming-Fei et Finger sont occupés à se disputer quand quelqu'un frappe à la porte. Ils ouvrent la porte et trouvent César. César demande du sel avant de partir. Apparemment, César et Ji-Hang vivent maintenant dans la chambre en face de la leur. Nono et l'assistante de Ji-Hang, Suzy, ont également emménagé dans la chambre à côté de Ming-Fei et Finger.
Nono a une courte discussion avec Mingfei et il s'avère qu'elle ne se souvient même pas de ce qui s'est passé. Elle se souvient seulement que Mingfei criait son nom et n'avait pas la moindre idée que c'était Mingfei qui l'avait sauvée. Pour faire court, seul Mingfei connaît tous les détails de ce qui s'est passé. Mingfei retourne dans sa chambre et reçoit du courrier d'une personne inconnue. Il ouvre le colis et trouve un téléphone. Le téléphone lui a été envoyé par Mengs pour l'aider à le contacter plus facilement que de l'emmener à Visionland. Le téléphone sert aussi à surveiller Mingfei pour qu'il ne revienne pas sur le raccord. Plus tard, Enzu examine les réponses de Mingfei au test 3E. Il voit que Mingfei s'est dessiné assis à une fenêtre à côté de Mengs. Enzu reconnaît Mengs, mais il brûle le papier et souhaite de nouveau la bienvenue à Mingfei à l'académie.